Bonjour, je m'appelle Beckett Callahan, j'ai 31 ans. Je suis architecte et je vis à Burlington, dans le Vermont, où les rues pavées étroites serpentent entre de vieilles maisons en bois, où l'automne enveloppe les feuilles d'érable d'une couche d'or et où l'hiver est d'un froid glacial, comme si le monde entier était plongé dans un tableau serein. Burlington n'est pas seulement une petite ville nichée au bord du lac Champlain. C'est aussi la gardienne de mes souvenirs. Des souvenirs à la fois doux et douloureux. Comme une cicatrice cicatrisée qui pique encore au toucher. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de mon enfance. L'été de mes 13 ans, où mon monde a basculé. C'est l'histoire de la confiance familiale et de la façon dont un garçon a compris que les apparences sont trompeuses. Je suis né et j'ai grandi à Colchester, une petite ville au nord de Burlington, où tout le monde se connaissait par son nom et où les anecdotes de voisins étaient souvent partagées lors d'après-midi tranquilles sur les porches. À l'époque, notre maison était une maison en bois à 2 étages, pas très spacieuse, mais suffisamment chaleureuse grâce au repas que préparait ma mère et au rire de mon père qui racontait ses années d'électricien indépendant. Mon père, Léonard Callahan, était un homme grand, à la voix grave et chaleureuse, parfois un peu rauque. Il effectuait des petits boulots dans le quartier, il réparait les systèmes électriques des voisins, installait des éclairages pour une épicerie du coin, ou parfois il remplaçait simplement une ampoule pour la vieille dame du coin. Son travail était irrégulier, mais il était toujours fier de dire qu'il gagnait chaque centime à la sueur de son front. Ma mère, Catherine, travaillait comme caissière dans un petit supermarché près de chez nous. C'était une femme douce qui souriait souvent, mais son regard portait toujours une trace de lassitude, comme si la vie érodait peu à peu son optimisme. J'étais un bon enfant, du moins c'est ce que disaient les adultes. J'adorais lire, des romans d'aventure de Jules Verne aux vieux livres de science que mon père rapportait des marchés aux puces. J'étais introspectif, j'avais peu d'amis et j'aimais rester seul dans ma chambre, à imaginer des mondes lointains où je pourrais devenir un explorateur ou un grand scientifique. C'est peut-être pour cette raison que je n'étais pas très proche de ma grand-mère, Hélène Callahan. Elle vivait à Innesbourg, une ville à une trentaine de kilomètres de chez nous, et je la voyais rarement. Lors de ces rares visites, je me souviens vaguement d'une femme menue aux cheveux argentés soigneusement coiffée, toujours vêtue d'un pull gris et parlant très peu. Elle n'était pas du genre à faire des câlins ou à raconter des blagues, mais chaque fois que nous nous rencontrions, elle me glissait un bonbon au caramel dans la main, souriait et me disait « Mange-le, mais que ta mère ne le voie pas », je l'appréciais bien, mais nous n'étions pas particulièrement proches. Peut-être était-ce dû à la distance, ou peut-être étais-je trop jeune pour la comprendre. Dès mon plus jeune âge, j'entendais mon père parler de ma grand-mère comme d'une héroïne. C'était une femme stoïque, forte et résiliente. Mon grand-père, que je n'ai jamais rencontré, était toxicomane et voyou. Il faisait de la vie de ma grand-mère un enfer. Mon père m'a raconté qu'il la battait et gaspillait leur argent dans l'alcool et les jeux d'argent. À 31 ans, ma grand-mère a décidé de le quitter, emmenant mon père, alors âgé de seulement 8 ans, avec elle et s'installant dans une petite maison à Innesbourg. Dès lors, elle a élevé mon père seul, cumulant toutes sortes de petits boulots, de la couture à la vente au marché pour joindre les deux bouts. Ta grand-mère est la personne la plus forte que j'ai jamais connue, disait mon père d'une voix pleine de fierté. Je n'avais pas beaucoup de souvenirs directs d'elle, mais à travers ses récits, je l'admirais, symbole de résilience. Je l'imaginais comme une montagne, debout malgré la violence des tempêtes. Ma vie a continué ainsi, tranquillement, jusqu'à l'été de mes 13 ans. C'était l'été 2007, quand tout a basculé à jamais. Un soir, mes parents m'appelèrent au salon, la voix plus grave que d'habitude. Je me souviens encore très bien de l'impatience nerveuse qui régnait en descendant l'escalier, mes tongs claquant sur le parquet. Mon père était assis dans le fauteuil, une canette de bière à la main, tandis que ma mère s'adossait au mur, les bras croisés comme pour dissimuler son anxiété. « Fais-moi signe », dit mon père à voix basse. « On déménage. » Je restais figé, ne comprenant pas ce qui se passait. Déménager ? Pourquoi ? Notre maison n'était pas parfaite, mais c'est là que j'ai grandi. Là où je connaissais chaque fissure dans les murs et chaque craquement du plancher. On va vivre chez ta grand-mère à Innesbourg, ajouta ma mère d'une voix douce mais tendue. Elle vieillit et a besoin que quelqu'un prenne soin d'elle, et on a besoin d'un nouveau départ. Je ne posais pas beaucoup de questions, car je savais que mes parents n'aimaient pas qu'on les questionne. Mais intérieurement, tout commençait à devenir chaotique. Pourquoi si soudainement ? Mes parents n'avaient jamais parlé de prendre soin de ma grand-mère auparavant. Ils lui parlaient rarement, sauf pour de brefs coups de fil pendant les vacances. Quelque chose clochait. Mais je n'avais que 13 ans.
Que savais-je à part obéir à mes parents? Alors on a commencé à faire nos cartons. Des cartons s'empilaient dans le salon. Mes livres préférés étaient fourrés dans des sacs en plastique. Et la maison que je croyais être mon foyer pour toujours s'est peu à peu vidée. Dans les jours qui ont précédé le déménagement, j'ai commencé à remarquer des petits détails auxquels je n'avais pas prêté attention avant. Mes parents chuchotaient dans la cuisine, d'une voix basse et pressante, comme s'ils me cachaient quelque chose. Un jour, j'ai entendu ma mère parler d'argent et de projets, mais dès que je suis entré, ils se sont immédiatement tus et ont fait semblant de parler de la météo. Je n'y ai pas prêté attention, mais une atmosphère pesante a commencé à envahir notre famille. Mon père est devenu plus irritable, me criant dessus pour des choses insignifiantes, comme laisser un verre de lait trop longtemps sur la table. Ma mère, quant à elle, me regardait avec des yeux tristes, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Un après-midi, alors que je rangeais mes livres dans un carton, mon père est entré dans ma chambre avec une vieille photo de ma grand-mère prise il y a longtemps, lorsqu'elle était jeune. Sur la photo, elle se tenait devant un champ, vêtue d'un chemisier blanc, ses longs cheveux noirs flottant au vent, arborant un sourire doux mais résolu. « Ta grand-mère était une belle femme », a dit mon père d'une voix pensive. Et forte. Il faut que tu t'en souviennes, Beckett. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je me demandais pourquoi il parlait autant d'elle, comme s'il essayait de se convaincre de quelque chose. Des histoires sur ma grand-mère me revenaient sans cesse à l'esprit. C'était la femme qui avait surmonté toutes les épreuves, élevé son fils seul et affronté le monde à sa façon. J'ai commencé à imaginer la maison de Inesbourg, où nous allions emménager. Je n'y étais allé que quelques fois étant petite, mais je m'en souvenais comme d'une vieille maison en bois au bord d'un chemin de terre, entourée de vastes prairies. Je me demandais à quoi ressemblerait la vie là-bas. Ma grand-mère me glisserait-elle encore des bonbons au caramel? Trouverais-je un coin tranquille dans cette maison pour poursuivre mes rêveries comme à Colchester? Mais au fond de moi, je ressentais un malaise. Ce déménagement n'était pas aussi simple que de s'occuper d'une personne âgée, comme le prétendaient mes parents. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais ce sentiment grandissait, comme un nuage noir planant au-dessus de ma tête. J'ai commencé à remarquer la façon dont mes parents se regardaient. Comment ils évitaient mon regard lorsqu'ils parlaient de ma grand-mère. Un jour, j'ai entendu ma conversation. Mon père dit à ma mère, « Tout ira bien, Catherine. Il faut juste qu'on s'en tienne au plan. » Quel plan? Je n'osais pas demander, mais mon cœur battait la chamade à chaque fois que j'y pensais. Et puis, la veille de notre départ de Colchester, les choses ont commencé à prendre une tournure inattendue. Cette nuit-là, l'air était frais à Colchester. La fraîcheur du début de l'été me forçait à remonter la couverture jusqu'au menton. La maison était presque vide, avec seulement quelques cartons éparpillés dans un coin du salon et le sifflement du vent à travers les vieux châssis de fenêtres. J'étais allongé sur mon lit familier, mais mon esprit refusait de se calmer. Les murmures de mes parents depuis la cuisine en contrebas s'élevaient comme une mélodie lancinante et muette. Honnêtement, je ne voulais pas les écouter aux portes, mais ce malaise lancinant, ce sentiment qui me rongeait le cœur depuis des jours, me poussa à me redresser et à sortir de ma chambre sur la pointe des pieds. L'escalier en bois craquait sous chaque marche, et je m'arrêtai plusieurs fois, le cœur battant, terrifié à l'idée que mes parents s'en aperçoivent. Je partis. Pieds nus, les mains agrippées à la rampe, essayant de ne pas faire de bruit. En approchant de la cuisine, je me suis collé au mur d'où se déversait la faible lumière jaunâtre de la lampe de table. Mes parents étaient assis autour de la vieille table en bois, leur voix si basse qu'elle se confondait presque avec le vent extérieur, mais leurs mots, chacun tranchant comme une lame, me transperçaient. « Léonard, es-tu sûr ?» La voix de ma mère tremblait comme si elle essayait de garder son calme. « Si ta mère l'apprend, nous n'aurons aucune issue. » « Comment l'apprendrait-elle » répondit mon père, d'une voix ferme mais empreinte d'une froideur qui ne ressemblait pas à celle de son père qui riait et plaisantait avec moi tous les soirs. « Ma mère est vieille, Catherine, elle ne soupçonnera pas son propre fils. Tant que nous parviendrons à ouvrir ce coffre-fort, nous aurons assez d'argent pour tout recommencer. Pas de dette, pas de soucis. Tout ira bien. » Je restais là, figé comme dans la glace. Un coffre-fort? De l'argent? Je savais que ma grand-mère avait un petit coffre-fort dans sa chambre. Mon père m'en avait déjà parlé, mais j'ai toujours pensé que c'était juste pour ranger des papiers ou quelques bibelots. De quoi parlait-il? Prévoyait-il de voler ma grand-mère? La femme que mon père appelait toujours la personne la plus forte qu'il ait jamais connue?
Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Je me suis collé contre le mur, essayant de respirer le plus doucement possible, mais j'avais la tête qui tournait. Mais Becket? Ma mère hésita, la voix basse comme si la simple mention de mon nom l'effrayait. Et s'il l'apprenait? Il est intelligent, Léonard. Il trouvera. Mon père laissa échapper un rire sec et sans humour. Ce n'est qu'un enfant, Catherine. Il ne se doutera de rien. Dis-lui juste qu'on a besoin d'argent pour réparer la maison de grand-mère ou quelque chose comme ça. Il le croira. Mon visage s'est empourpré, une bouffée de chaleur m'a traversé. Il parlait de moi, de me tromper comme si j'étais une enfant naïve qu'il pourrait facilement manipuler. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas leurs mots. C'était de réaliser que mes parents, ceux que j'aimais et en qui j'avais confiance, complotaient froidement pour trahir ma grand-mère. La femme qui avait élevé mon père seul, qui avait enduré tant d'épreuves, était maintenant la cible du complot de son propre fils pour lui voler son argent. J'aurais voulu faire irruption et les confronter pour leur demander pourquoi ils avaient fait une chose pareille. Mais j'avais les pieds cloués au sol. J'avais peur. Peur de voir, en les affrontant, une version de mes parents que je ne reconnaissais pas. Une version différente de ces figures réconfortantes qui me serraient dans leurs bras tous les soirs, m'apprenaient à faire du vélo ou me lisaient des histoires. Alors je suis resté là, à les écouter continuer. La clé du coffre-fort est quelque part dans sa chambre, a dit mon père, la voix basse comme s'il visualisait le plan. Ma mère a l'habitude de cacher des choses dans des endroits bizarres, sous le lit, dans un tiroir avec ses vêtements, ou même dans cette vieille boîte en fer blanc qu'elle utilisait pour les biscuits. Si on ne trouve pas la clé, on peut essayer de deviner la combinaison. Je parie qu'elle a utilisé ma date d'anniversaire, ou peut-être celle de Becket. Ma mère resta silencieuse un instant, puis poussa un soupir. Je n'aime pas ça, Léonard, mais nous n'avons pas d'autre choix. Les dettes nous étouffent. Si nous ne les payons pas, ils nous prendront tout. Je n'en pouvais plus. Je reculai, pas à pas, jusqu'à ce que je sois de retour dans ma chambre. Je fermai la porte et m'assis sur mon lit, les mains tremblantes. Mon monde semblait s'écrouler. Mes parents, ceux que j'avais toujours cru bons, complotaient pour voler ma grand-mère. Ils ne la trahissaient pas seulement. Ils me trahissaient. Le fils qu'ils prenaient pour un enfant. Je restais allongé, les yeux rivés au plafond, essayant de reconstituer les fragments dans mon esprit. Mais plus j'y pensais, plus j'avais peur. J'avais peur que la famille que j'aimais ne soit qu'une façade, cachant de sombres secrets que je n'avais jamais osé affronter. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais allongé là, écoutant le tic-tac de l'horloge dans l'obscurité. Chaque seconde me frappait le cœur comme un marteau. Je pensais à ma grand-mère. À son doux sourire, aux bonbons au caramel qu'elle me glissait dans la main. Je pensais aux histoires que mon père racontait sur la femme résiliente qui avait surmonté toutes les épreuves pour élever son fils. Et je pensais à moi, un garçon de 13 ans impuissant face à ce qui se déroulait. Mais au fond de moi, une petite étincelle commençait à s'allumer. Je ne pouvais pas laisser mes parents lui faire ça. Je ne pouvais pas les laisser détruire la seule chose qui restait dans cette famille, la confiance de ma grand-mère. Le lendemain matin, nous avons quitté Colchester. J'étais assis à l'arrière de la voiture, regardant notre maison en bois disparaître au loin par la fenêtre. Mes parents étaient silencieux, échangeant seulement quelques mots sur la météo ou l'itinéraire. Je ne disais rien, mais dans mon esprit, un vague plan commençait à se dessiner. Je ne savais pas ce que je pouvais faire, mais je savais une chose, je devais protéger ma grand-mère, même si cela impliquait de tenir tête à mes propres parents. Le trajet jusqu'à Innsbruck me parut plus long que prévu. Ou peut-être était-ce simplement l'atmosphère pesante à l'intérieur de la voiture, épaisse comme du plomb. Mon père conduisait, les yeux rivés sur le chemin de terre sinueux, tandis que ma mère était assise à côté de lui, les mains agrippées au bord de son siège comme pour retenir quelque chose. Je regardais par la fenêtre, contemplant les champs verdoyants s'étendre à perte de vue, parsemés d'érables commençant à dorer. Innsbruck apparut devant moi, une petite ville tranquille où le temps semblait s'arrêter, où de vieilles maisons en bois se dressaient silencieusement le long des chemins de terre et des palissades blanches. Je n'y étais jamais resté longtemps, mais chaque visite m'apportait une étrange sensation de paix, comme si cet endroit pouvait vous enlacer et apaiser toutes les douleurs. La maison de ma grand-mère se trouvait au bout d'un chemin de terre, nichée au bord d'un vaste champ herbeux. C'était une maison en bois de plein pied, sa peinture blanche délavée, son toit de tuiles rouges foncées recouvert de mousse verte.
la porte d'entrée s'ouvrait sur un petit porche orné de géranium d'un rouge vif en pot suspendu et d'un vieux fauteuil où je me souvenais de ma grand-mère assise l'après-midi à lire ou à tricoter. Alors que la voiture s'arrêtait, j'entendis le bourdonnement des insectes et sentis une légère odeur d'herbe fraîchement coupée. Ici, tout était simple, ordonné, comme je l'imaginais pour ma grand-mère, une femme qui avait surmonté d'innombrables épreuves avec soin et résilience. Ma grand-mère attendait à la porte, sa petite silhouette vêtue du pull gris familier, ses cheveux argentés soigneusement relevés. En nous voyant, elle sourit, un sourire doux, pas trop chaleureux, comme si elle gardait une distance prudente. « Entrez, tout le monde, dit-elle d'une voix basse et chaleureuse. Ne laissez pas vos affaires dehors. Il va bientôt pleuvoir. Elle s'avança pour me serrer dans ses bras, une étreinte légère mais ferme, et je sentis la légère odeur de savon à la lavande sur son pull. À cet instant, je ressentis une étrange chaleur, comme si elle était un refuge au milieu de la tempête qui grondait dans mon cœur. Mes parents emportèrent précipitamment nos affaires à l'intérieur, lançant des remarques polies sur leur joie d'être là et sur le fait de bien prendre soin d'elle. Je les regardais, le cœur lourd. Leurs paroles sonnaient si creux, surtout après ce que j'avais entendu la veille. J'avais envie de hurler pour courir chez ma grand-mère et tout lui raconter, mais je me retenais. J'avais peur qu'elle ne me croie pas. J'avais peur qu'elle me regarde avec pitié, comme si j'étais un enfant à l'imagination débordante. Et surtout, j'avais peur d'affronter la vérité, ma famille n'était plus celle que je croyais connaître. Les premiers jours chez ma grand-mère se passèrent à un rythme étrange. Sa maison était petite mais bien rangée, chaque recoin portait sa signature, de la bibliothèque en bois remplie de vieux livres à la composition de fleurs séchées sur la table à manger. Le salon était doté d'une vieille cheminée au-dessus de laquelle était accrochée une photo en noir et blanc de ma grand-mère et de mon père lorsqu'il était jeune, tous deux souriant à côté d'un pommier. J'adorais regarder cette photo. Elle me rappelait une époque où les choses étaient peut-être plus simples, avant que de sombres secrets ne s'insinuent dans notre famille. Ma grand-mère vivait simplement, presque esthétiquement. Le petit déjeuner se composait généralement de toast avec de la confiture maison et le dîner d'une soupe de pommes de terre ou d'un ragoût de viande. Elle n'aimait pas le bruit, mais elle faisait toujours preuve d'une douceur particulière envers moi. Un jour, elle m'appela sur le porche, me tendit un bonbon au caramel et me dit « Tu grandis, mais je sais que tu aimes toujours ça. » Je souris en croquant dans le bonbon, sa douceur fondant dans ma bouche, mais j'avais le cœur amer. Je voulais lui parler de mes parents, de leurs projets. Mais chaque fois que je la regardais dans les yeux, bienveillante et confiante, je manquais de courage. Un soir, alors que mes parents étaient sortis se promener, je savais que c'était une excuse pour discuter plus longuement de leurs projets. J'ai décidé de le lui dire. Nous étions assis dans le salon. Elle tricotait une écharpe et je tenais un vieux livre de sciences que j'avais trouvé sur son étagère. « Grand-mère, » commençai-je, la voix tremblante. « Il faut que je te dise quelque chose. » Elle leva les yeux et me lança un doux sourire. « Vas-y, Becket. Tu sais que je suis toujours là pour t'écouter. » J'inspirai profondément et je lui racontai tout. Je lui racontai ce que j'avais entendu la veille de notre départ de Colchester, le projet de mes parents de voler la clé de son coffre-fort, leur plan pour simuler un cambriolage. Je parlais vite, comme si ralentir allait me saper le courage. Quand j'eus fini, j'étais lourde, attendant sa réaction. Mais elle se contenta de sourire, un sourire gentil mais triste. « Becket, tu es un garçon intelligent, » dit-elle en posant ses aiguilles à tricoter. « Mais parfois, ton imagination est débordante. Ton père est mon fils. Quoi qu'il arrive, je sais que ce n'est pas quelqu'un de mal. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Elle tendit la main et me caressa la tête comme si j'étais une enfant pleine de soucis futiles. Je restais là, impuissante, comme aspergée d'eau froide. Elle ne me croyait pas. Elle croyait en mon père, le fils pour lequel elle avait sacrifié sa vie. J'avais envie de crier pour la convaincre, mais en la regardant dans les yeux, je savais que je ne pourrais pas la faire changer d'avis. Pas maintenant, je hochai simplement la tête, forçai un faible sourire et retournai dans ma chambre, le cœur plus lourd que jamais. Mais au fond de moi, l'étincelle de détermination brûlait toujours. Si elle ne me croyait pas, je prendrais les choses en main. Je prouverais que je n'imaginais rien. Je la protégerais, même si cela impliquait d'affronter mes propres parents. Les jours suivants, chez ma grand-mère, je devins une ombre silencieuse, observant tout avec un œil plus perçant que jamais. Sa vieille maison en bois, avec ses murs grinçants et la légère odeur de pain dans l'air, n'était plus seulement un refuge. C'était devenu un champ de bataille silencieux.
Je savais que mes parents mettaient leur plan à exécution, et si je n'agissais pas vite, ils réussiraient avant que je puisse faire quoi que ce soit. Chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles devenait un indice dans le jeu dangereux que j'étais obligé de jouer. Mon père passa plus de temps dans la chambre de ma grand-mère, prétextant des réparations insignifiantes. Un matin, je l'ai vu debout sur une chaise, jouant avec une ampoule au plafond, marmonnant quelque chose sur le fait de l'aider à économiser l'électricité. Mais ses yeux n'étaient pas fixés sur l'ampoule. Il parcourait la pièce comme s'il cherchait quelque chose. Je me suis attardé juste devant la porte, faisant semblant de lire un livre. Mais mon cœur battait la chamade. Je savais qu'il se fichait de l'ampoule. Il cherchait la clé ou un indice qui pourrait mener au coffre-fort dont ils avaient parlé ce soir-là à Colchester. Ma mère était plus subtile. Elle s'asseyait avec ma grand-mère à la table de la cuisine, préparant du thé et discutant de choses insignifiantes comme la météo ou le prix des légumes au marché. Mais j'ai remarqué qu'elle glissait des questions étranges. « Maman, as-tu déjà pensé à noter des chiffres importants ?» demanda-t-elle un jour, d'une voix douce comme si elle était simplement curieuse. « Tu sais, des choses comme des codes ou des dates spéciales. J'entends dire que les personnes âgées oublient parfois. » Ma grand-mère en riait. « Oh, Catherine, je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas encore scénique. Je me souviens de tout ce dont j'ai besoin. » Ma mère hocha la tête en souriant, mais je vis ses mains se crisper autour de sa tasse de thé, comme pour cacher sa frustration. Je commençais à prêter attention aux détails. Un après-midi, alors que ma grand-mère se rendait à la pharmacie à quelques kilomètres de là, je vis mon père se glisser dans sa chambre. Il ferma la porte, mais pas complètement, laissant un petit espace. Je restais dans le couloir, le cœur battant si fort que je craignais qu'il ne l'entende. À travers l'entrebâillement, je le regardais fouiller dans les tiroirs de son bureau, feuilletant de vieux cahiers, vérifiant même sous le petit tapis près de son lit. Il se déplaçait rapidement mais prudemment, tel un voleur chevronné. J'aurais voulu crier pour me précipiter à l'intérieur et l'arrêter, mais je me retins. J'avais besoin d'une preuve irréfutable qui forcerait ma grand-mère à voir la vérité. Ce mélange d'impuissance et de colère me tenait éveillé la nuit. J'étais allongé sur le lit simple de la petite chambre que ma grand-mère m'avait préparée, les yeux rivés sur le plafond en bois fissuré. L'image de mon père fouillant sa chambre me hantait comme un film au ralenti qui tournait en boucle. Je pensais à ma grand-mère, à son sourire doux et à la confiance aveugle qu'elle accordait à mes parents. Elle ignorait qu'ils exploitaient cette confiance, la transformant en proie dans sa propre maison. Un soir, alors que nous étions à table, j'ai décidé de mettre mes parents à l'épreuve. Feignant la naïveté, je leur ai posé une question que je ruminais depuis le début de la journée. « Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-fort dans ta chambre ? » Il a l'air si grand. L'air à table semblait figé. Mon père cessa de mâcher, sa cuillère de soupe flottant dans le vide. Ma mère lui jeta un rapide coup d'œil, puis força un rire. « Beckett, tu es trop curieux pour ton bien, dit-elle d'une voix un peu plus aiguë que d'habitude. Ne t'occupe pas des choses d'adulte. » Ma grand-mère, comme toujours, se contenta d'un sourire bienveillant. « Tu es curieux comme ton père l'était à ton âge, dit-elle en me tapotant la tête. Le coffre-fort ? Juste quelques vieilles affaires, des papiers, quelques bricoles. Rien d'excitant. » Elle parlait d'un ton léger, mais je surpris mes parents échanger un regard. Le regard de ceux qui venaient de trouver la dernière pièce d'un puzzle. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je savais que je ne pouvais plus attendre. Ma grand-mère ne me croyait pas, mais je ne pouvais pas laisser mes parents continuer. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi pour les arrêter. Je n'avais ni force ni autorité, mais j'avais une chose à laquelle mes parents ne s'attendaient pas, l'intelligence d'un garçon de 13 ans et une détermination ardente à protéger la femme qui m'aimait inconditionnellement. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration, et dans l'obscurité, un plan a commencé à prendre forme dans mon esprit. Un plan audacieux et téméraire qui pourrait tout changer. Je n'étais pas un héros des livres d'aventure que je lisais. J'étais juste un enfant maigrichon aux cheveux en bataille et aux lunettes qui glissaient sans cesse sur mon nez. Mais j'avais de l'esprit, et je savais m'en servir. Chez ma grand-mère, j'observais, mémorisais et analysais chaque détail. Mes parents me prenaient pour un naïf, juste un enfant dont ils n'avaient pas à se soucier. Ils avaient tort. J'allais les dénoncer, les prendre sur le fait, pour que ma grand-mère ne puisse plus nier la vérité. Mon plan a commencé dans le sous-sol de ma grand-mère. Un matin, alors que mes parents sortaient pour leur promenade habituelle, leur excuse habituelle pour murmurer leurs secrets, je me suis faufilé en bas.
Le sous-sol était poussiéreux, éclairé par une faible ampoule suspendue au plafond, projetant une faible lumière sur de vieilles caisses en bois et des meubles couverts de toiles d'araignée. J'ai trouvé une vieille boîte en carton contenant un kit scientifique que mon père m'avait acheté à 10 ans. Rien de très sophistiqué, juste des ressorts, des élastiques et quelques pièces en plastique pour des expériences simples. Mais pour moi, c'était un véritable trésor. J'ai souri pour la première fois depuis des jours lorsqu'une idée m'est venue. Je fabriquerai un piège à poudre. L'idée m'est venue d'un livre de science que j'avais lu sur la création de mécanismes de déclenchement simples. J'ai pris un petit ressort et je l'ai fixé à une vieille boîte en fer blanc trouvée dans un coin. À l'intérieur de la boîte, j'ai versé de la poudre rouge et verte du kit scientifique, en y ajoutant un peu de farine de la cuisine de ma grand-mère pour un effet supplémentaire. Le mécanisme était simple. Quand quelqu'un ouvrait le couvercle, le ressort cassait, projetant de la poudre partout. Si mes parents essayaient d'ouvrir le coffre-fort, ils seraient marqués, incapables de le nier. J'ai travaillé toute la matinée, les mains couvertes de poussière et de poudre, le cœur battant d'excitation et d'anxiété. Le moindre bruit venant d'en haut, les pas de ma grand-mère ou le grincement d'une porte, me faisaient sursauter, de peur d'être attrapé. Mais le piège à poudre n'était qu'une partie du plan. Il me fallait des preuves plus solides, quelque chose que ma grand-mère ne pouvait pas ignorer. Je me suis souvenu du vieux téléphone qu'elle m'avait offert pour mes 12 ans. Un Nokia encombrant, sans autre fonction que les appels et l'enregistrement. J'ai vérifié la batterie. Il fonctionnait encore. Une deuxième idée m'est venue. J'enregistrerai mes parents. Chaque soir, ils s'asseyaient dans le salon à chuchoter leurs plans en me croyant endormi. J'ai décidé de cacher le téléphone là, derrière l'étagère, où ils ne le remarqueraient jamais. J'ai testé en enregistrant ma propre voix et je l'ai réécoutée. La qualité était suffisamment claire pour capter leur conversation secrète. J'ai souri, me sentant comme un détective dans un film. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un jeu. C'était un combat pour protéger ma grand-mère. Pour tenir mes parents au dépourvu, j'ai commencé à me comporter comme un enfant innocent. Un soir, alors que nous mangions la soupe de pommes de terre de ma grand-mère, j'ai demandé délibérément, « Papa, est-ce que le coffre-fort de grand-mère contient de l'or ?» Dans les films, les coffres-forts contiennent toujours de l'or. Mon père a éclaté de rire, mais j'ai vu une lueur de lassitude dans ses yeux. « Tu as regardé trop de films, Beckett ?» a-t-il dit en me tapotant l'épaule. Le coffre-fort de grand-mère ne contient que des papiers. Ne t'inquiète pas pour les trucs d'adultes. Ma mère m'a regardé, le sourire forcé, et j'ai compris que j'avais semé le doute dans leur esprit. Ils pensaient que j'étais ignorant, et c'était mon avantage. Chaque soir, je consultais mon téléphone pour écouter les enregistrements. La plupart n'étaient que des conversations banales, mais j'étais patient. Je savais qu'ils finiraient par parler de leur plan. Pendant ce temps, je perfectionnais le piège à poudre, le cachant soigneusement dans un coin de ma chambre, attendant l'occasion de le placer dans le coffre. Je ne savais pas comment l'ouvrir, mais j'étais sûr que mes parents le découvriraient. Et quand ils le sauraient, je serais prête. J'étais allongé dans mon lit, le regard perdu dans l'obscurité, à la fois terrifié et euphorique. Mon plan n'était pas parfait. S'il échouait, mes parents pourraient être furieux, voire me mettre à la porte. Mais peu m'importait. Je pensais à ma grand-mère, à son regard doux et à sa confiance aveuglant mes parents. Je ne pouvais pas la laisser souffrir. Je les prendrais sur le fait, quel qu'en soit le prix. La nuit fatidique arriva plus tôt que prévu. C'était un samedi soir. La faible lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, projetant de faibles rayons de lumière sur le parquet de ma chambre. Je restais immobile, l'oreille tendue pour écouter. Depuis le salon, les murmures de mes parents me parvenaient plus clairement cette fois, comme s'ils s'impatientaient. Je me suis glissé hors du lit, serrant mon vieux Nokia contre moi, vérifiant une dernière fois sa batterie avant de le ranger derrière l'étagère, comme d'habitude. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, le cœur battant, priant pour qu'il dise quelque chose d'assez compromettant pour servir de preuve. Demain, la voix de mon père était basse mais tranchante. « Tu emmèneras ma mère au marché. Je resterai et j'ouvrirai ce coffre-fort. Je crois avoir trouvé la combinaison. Hier, elle a mentionné l'anniversaire de Beckett par accident. Elle adore ce gamin, alors je parie qu'elle a utilisé sa date. » Je suis resté collé à la porte, le souffle coupé. Mon anniversaire ? Ma grand-mère a utilisé mon anniversaire comme la combinaison la plus sûre. Une vague d'émotion m'a submergé, chaleureuse mais douloureuse.
Elle m'aimait tant, et pourtant mes parents utilisaient cet amour même pour la trahir. Je serrais les poings, les ongles enfoncés dans mes paumes, essayant de réprimer ma colère. Quand elle sera partie, tout devra paraître normal, continua ma mère, la voix tremblante mais résolue. Nous prendrons l'argent et les bijoux, puis nous refermerons le coffre-fort. Elle ne se doutera de rien. Je suis retourné dans ma chambre, l'esprit embrumé. Ils connaissaient la combinaison. Ils étaient prêts à agir. Je ne pouvais plus hésiter. Cette nuit-là, alors que le silence régnait dans la maison, je me suis glissé dans la chambre de ma grand-mère. Elle dormait profondément, la respiration régulière, son visage doux et paisible sous le clair de lune. Je l'ai regardée, le cœur serré à l'idée de la douleur qui l'attendait. Mais je n'avais pas le choix. Je me suis agenouillé près du petit coffre-fort dans un coin de sa chambre. Une boîte en acier patiné, cachée derrière un rideau. Prenant une grande inspiration, j'ai inscrit ma date de naissance, le 15 août 1994. Un léger clic a retenti et le coffre s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets soigneusement ficelés, une petite boîte à bijoux, des documents d'assurance et un livret d'épargne. Mes mains tremblaient en les touchant, comme si je tenais toute la vie de ma grand-mère. Des années d'économie et de privation, maintenant prises pour cible par son propre fils. Avec précaution, j'ai tout sorti et les placé dans un petit sac en tissu que j'ai caché sous ma chemise. Ensuite, j'ai placé le piège à poudre dans le coffre-fort, m'assurant qu'il s'activerait dès que quelqu'un ouvrirait le tiroir intérieur. J'ai tout vérifié 2 fois, le cœur battant si fort que j'ai craint que ma grand-mère ne se réveille, mais elle a continué à dormir, inconsciente. J'ai quitté sa chambre, caché le sac sous mon lit et me suis allongé, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, attendant le lendemain. Le lendemain matin, tout s'est déroulé comme mes parents l'avaient prévu. Ma mère a invité ma grand-mère au marché en ville, disant qu'elle voulait préparer un bon repas pour la remercier de nous avoir accueillis. J'ai insisté pour l'accompagner, prétextant vouloir acheter un nouveau livre. Ma mère a hésité, mais ma grand-mère a souri et m'a caressé la tête. « Viens avec nous, Beckett. Tu vas aimer le marché. » Mon père est resté, disant qu'il devait réparer la clôture arrière. Je savais qu'il attendait sa chance. Sur le chemin du marché, je me suis assise sur la banquette arrière, faisant semblant de lire un livre, mais mon esprit était concentré sur ce qui se passait. Pour arriver. J'avais caché une vieille caméra jouet, l'une de ces bons marchés que j'avais l'habitude d'enregistrer mes expériences scientifiques, dans la chambre de ma grand-mère, visant directement le coffre-fort. Ce n'était pas de la haute technologie, mais c'était suffisant pour capturer mon père dans l'acte. Dès qu'il a ouvert le coffre-fort, le piège en poudre se déclencherait et la caméra enregistrerait tout. 5 minutes après avoir quitté la maison, j'ai mis mon plan en mouvement. Maman, grand-mère, m'appelais-je, serrant mon estomac et feignant la douleur. Mon estomac faisait si mal. Je pense que je dois rentrer chez moi pour utiliser les toilettes. Ma mère m'a regardé à travers le rétroviseur, ses yeux se rétrécissant de soupçons, mais ma grand-mère, inquiet, l'a exhorté à se retourner. Pauvre chose. Reprenons-le. Nous pouvons aller sur le marché un peu plus tard. Ma mère a accepté à contre-cœur et la voiture se tourna vers la maison. Lorsque nous sommes entrés à l'intérieur, la scène devant nous a fait sauter mon cœur. Mon père se tenait dans la chambre de ma grand-mère, son visage et sa chemise couverts de poudre rouge et verte. Le grand public ouvert et vide. Il se tourna, les yeux écarquillés de panique quand il nous a vus. Ma mère halta, couvrant sa bouche, tandis que ma grand-mère se tenait gelée, ses aimables yeux maintenant remplis de choc. Je suis tranquillement passé à la bibliothèque, j'ai récupéré le téléphone Nokia et je l'ai remis. « Grand-mère, dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Je pense que vous devez entendre cela. » Ma grand-mère tenait le téléphone, ses petites mains tremblantes. Elle m'a regardé, puis à mon père, ses yeux vacillant entre la confusion et la douleur, comme s'il cherchait une raison de ne pas croire ce qui se passait. La pièce était étouffante, brisée uniquement par le tic-tac de l'horloge murale et la respiration lourde de mon père. J'ai appuyé sur le bouton de lecture au téléphone, et les voix de mes parents ont rempli l'air clair et froid comme un couteau tranchant à travers l'immobilité. Chaque mot, chaque phrase était comme une pierre jetée dans le cœur de ma grand-mère. Elle se tenait là, ses petites épaules tremblant légèrement, ses yeux s'élargissant alors que la voix de mes parents continuait, établissant leur plan à nu pour voler l'argent et les bijoux et le blâmer sur un cambriolage mis en scène. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, ma grand-mère a laissé le téléphone tomber sur la table, la boucle douce,
ressemblant à un verdict. Elle n'a rien dit, ne regardait que mon père, ses yeux autrefois gentils maintenant remplis de profonde déception. « Léonard, dit-elle, sa voix basse mais rasoir tranchante. Que as-tu fait » Mon père balbutia, se précipitant pour une explication. « Maman, ce n'est pas ce que tu penses, a-t-il dit, sa voix tremblante, la poudre colorée qui s'accrochait toujours à son visage. Je ne voulais pas dire ne pas mentir. Ma grand-mère l'a coupé, sa voix s'élevant d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, crue avec colère. Pensez-vous que je suis sans aucune idée ? Pensez-vous que je suis si vieux et fragile que vous pouvez m'exploiter ? Exploiter ma confiance ? Elle se tourna vers ma mère, ses yeux débordant de larmes. Et toi, Catherine, tu es allée avec ça. Je t'ai accueillie dans ma maison, pensant que tu es venue ici de l'amour de la famille, mais il s'avère que tu ne voulais que mon argent. Ma mère est tombée à genoux, des larmes coulant sur ses joues. Maman, je suis vraiment désolée, sanglota-t-elle. Nous nous noyons endettés. Nous n'avions aucun autre moyen. Je jure que nous ne voulions pas vous blesser. Mais elle semblait faible, comme une brise éphémère, trop faible pour apaiser la douleur de ma grand-mère. Ma grand-mère s'est détournée, refusant de les regarder. Elle a agité sa main, sa voix s'étouffa d'émotion. Sortez, vous tous les deux. Je ne veux plus voir vos visages dans cette pièce. Mes parents étaient là silencieux comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qui venait de se passer. Puis ma mère a tiré sur le bras de mon père et ils ont tranquillement quitté la pièce, me laissant moi et ma grand-mère dans un lourd silence. Elle s'assit sur une chaise, ses mains couvrant son visage et j'ai entendu des sanglots doux. Je me suis agenouillé à côté d'elle, mon cœur m'étant à la vue de ses larmes. Grand-mère, je suis désolé, murmura-je. J'ai essayé de vous avertir, mais je ne savais pas comment te faire croire. Je voulais juste te protéger. Ma grand-mère leva les yeux rouges, mais toujours doux en rencontrant le mien. Elle a pris ma main, ses doigts minces mais chauds enroulant les miens. Beckett, dit-elle, sa voix tremblante. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je suis moi qui devrais être désolé. Je ne croyais pas que tu pensais que tu n'étais qu'un enfant avec une imagination hyperactive. Mais tu as fait ce que je ne pouvais pas me résoudre à faire. Tu m'as protégé. Elle m'a tiré dans un câlin plus fort que jamais. Et j'ai senti ses larmes tremper dans mon épaule. Elle m'a demandé de lui dire tout, de la nuit où je les ai entendus à colquester au piège en poudre dans la caméra jouet. Je lui ai tout dit, ne retenant rien, y compris la peur et la colère dans mon cœur. Elle écouta, hochant la tête de temps en temps, ses yeux brillants avec un mélange de fierté et de douleur. Vous êtes si intelligent, Beckett, a-t-elle dit. Mais je souhaite que vous n'ayez pas à faire ça. Je souhaite que notre famille ne soit pas comme ça. Cette nuit-là, ma grand-mère n'a pas dormi. Je l'ai entendue bouger dans sa chambre, la légère craquement de la cheminée alors qu'elle randonnait le feu. Je me suis allongé dans mon lit, en rejouant les événements de la journée. Je l'avais fait. J'avais exposé mes parents et protégé ma grand-mère. Mais pourquoi mon cœur était-il toujours si lourd ? J'avais gagné, mais au prix de ma famille qui s'effondre. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Mais une chose était certaine. Je ne laisserai plus jamais ma grand-mère être blessée. Le lendemain matin, l'atmosphère de la maison était oppressive. Comme un nuage sombre suspendu au-dessus. Mes parents étaient assis dans le salon, les yeux rouges, leurs sacs emballés soigneusement par la porte. Ils ne pouvaient pas rencontrer mon regard, et ils ne pouvaient pas affronter ma grand-mère. Je me tenais dans le coin, mes mains agrippant le bord de la table, se battant pour l'inévitable. Ma grand-mère est sortie de sa chambre, son petit cadre rayonnant d'une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Elle ne portait pas son pull gris habituel, mais un chemisier blanc croustillant, ses cheveux épinglés haut, comme s'il se préparait pour la bataille. « Léonard !» Catherine, dit-elle, sa voix calme, mais glacée. « Je veux que vous partez tous les deux aujourd'hui. » Elle se tenait debout, ses mains serrées étroitement devant elle, bien que j'ai remarqué un léger tremblement dans ses doigts. « J'ai passé toute ma vie à vous élever, Léonard. J'ai tout sacrifié pour vous donner une bonne vie, et c'est ainsi que vous me remboursez. » Mon père a ouvert la bouche pour parler, mais ensuite est resté silencieux, sa tête s'inclina. Ma mère pleurait, des sanglots doux résonnant dans la pièce calme. « Maman, nous sommes tellement désolés, a-t-elle répété, sa voix frêle. Nous voulions juste sortir de la dette. Nous n'avons jamais voulu vous blesser.
Mais ces excuses ne portaient plus de poids comme une brise qui ne pouvait pas apaiser la blessure dans le cœur de ma grand-mère. Ma grand-mère n'a pas répondu. Elle les regarda, les yeux remplis de douleur, mais pas de place pour le pardon. « Je ne veux plus entendre », a-t-elle déclaré. « Partez et ne reviens pas. » Ces paroles étaient comme une coupe propre et pointue, livrée sans hésitation. Mes parents se tenaient silencieusement en train de traîner leurs valises hors de la maison. Alors que la porte se refermait derrière eux, j'ai entendu les sanglots de ma mère de la cour, mais je n'ai pas suivi. Je ne pouvais pas. Je me tenais juste là en regardant ma grand-mère, mon cœur lourd. Elle se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Becket, dit-elle doucement. Tu veux aller avec tes parents ? » Sa question m'a stupéfait. Aller avec eux. Les gens qui l'ont trahi, qui prévoyaient de me tromper ? J'ai secoué la tête, ma voix ferme. Non, grand-mère. Je veux rester avec toi. Elle a fait un sourire triste mais chaleureux et m'a pris la main. Alors restez. Vous et moi. Nous allons passer par là. Dans les jours qui ont suivi le départ de mes parents, la maison de ma grand-mère est devenue plus silencieuse que jamais. Mais c'était un silence rempli d'émotions, comme si elle et moi apprenions à respirer à nouveau après une tempête. Chaque matin, elle s'est réveillée tôt, faisant de la farine d'avoine avec un filet de miel, l'arôme sucré remplissant la cuisine en bois. Je me suis assis en face d'elle, mangeant des cuillerées de farine d'avoine, mais jetant parfois un coup d'œil à la chaise vide où mon père s'asseyait. Une affectation indescriptible me frappant. Elle n'a pas mentionné mes parents et je n'ai pas demandé, mais je savais qu'elle souffrait. Je l'ai vue dans la façon dont elle a lentement remué son thé, son regard distant alors qu'elle regardait les champs herbeux à travers la fenêtre. Environ 2 semaines plus tard, un homme en costume est arrivé à la maison portant une mallette pleine de documents. Il était l'avocat de ma grand-mère. Elle m'a appelé dans le salon où elle était assise avec une tasse de thé froide. « Becket, a-t-elle dit, j'ai décidé de mettre en place une confiance. Tout ce que j'ai, l'argent, les bijoux, cette maison vous appartiendront à la vôtre lorsque vous aurez 18 ans. Je veux m'assurer que vous avez un avenir quoi qu'il arrive. » Je l'ai regardé par des mots. Je n'avais que 13 ans, et l'idée d'actif ou d'un avenir lointain m'a submergé. Mais j'ai compris une chose. Elle me donnait son monde entier, tout comme elle avait tout donné à mon père. Je ne sais pas où mes parents sont allés après ce jour-là. Ils n'ont pas appelé, n'ont pas écrit et je ne les ai pas cherchés. Peut-être qu'ils avaient honte, ou peut-être qu'ils étaient en colère contre ma grand-mère, contre moi. Mais je n'avais aucun regret. J'ai choisi de rester avec elle, la femme qui m'aimait inconditionnellement. Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Les années que j'ai passées à vivre avec ma grand-mère à Inesbourg m'ont changé. Pas seulement à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de la façon dont elle m'a appris à voir la vie. La petite maison en bois avec son porche pleine de géranium et la cheminée crépitante chaque soir devenait l'endroit où j'ai grandi non seulement physiquement mais émotionnellement. Je suis entré dans mon adolescence à 13 ans avec un cœur plein de cicatrices mais aussi avec une maturité, aucun enfant, mon âge n'aurait dû avoir. La famille, ce que je pensais autrefois était l'endroit le plus sûr, s'est avéré être le plus vulnérable. Mais grâce à ma grand-mère, j'ai appris que le véritable amour ne nécessite aucune condition, et la loyauté se fait parfois au prix des choix douloureux. La vie avec ma grand-mère s'est installée dans un simple rythme. Mais chaque jour portait un sens profond. Chaque matin, je me suis réveillé à l'odeur de farine d'avoine qui flottait de la cuisine, où ma grand-mère était déjà debout, portant son ancien tablier en tissu et fredonnant une chanson folklorique dont je ne connaissais pas le nom. Elle a toujours préparé du thé pour nous deux, le thé noir fort qu'elle aimait et a mis une tasse devant moi avec un sourire. « Buvez, Becket, disait-elle. Ce thé vous gardera vif toute la journée. » Je ne me souciais pas du thé, mais je l'ai bu juste pour la voir sourire. Ces petits déjeuners n'étaient pas seulement sur la nourriture. Ils étaient sa façon de me rappeler que nous nous étions, malgré tout ce qui s'était brisé. Après le petit déjeuner, je l'ai aidé dans le jardin. Le champ herbeux derrière sa maison était un monde à lui avec des rangées soignées de laitue nette, des tomates rouges mûres et des plaques de marguerite qu'elle a plantées juste pour rendre la vie plus jolie. Elle m'a appris à coudre des graines, des plantes aquatiques et tirer les mauvaises herbes. Mais plus que cela, elle m'a appris la patience. Les plantes sont comme des gens, a-t-elle dit une fois, ses mains brossant le sol. Ils prennent le temps de grandir, et parfois ils ont besoin de temps pour les tempêtes pour devenir fortes. J'ai hoché la tête, mais je savais qu'elle parlait de nous deux. Elle avait enduré les tempêtes de sa vie, d'un mari abusif à un fils trahi,
et maintenant elle m'aidait à naviguer dans la mienne. L'après-midi, j'ai fréquenté ma nouvelle école à Inesbourg. La petite école avec ses couloirs en bois et la faible odeur de poussière de craie était loin de mon ancienne à Colchester. Je ne me suis pas fait des amis facilement, en partie à cause de ma nature introvertie et en partie parce que j'avais peur de m'ouvrir. Comment pourrais-je faire confiance à quelqu'un après ce que mes parents avaient fait? Mais les enseignants étaient patients et progressivement. J'ai trouvé la joie dans les cours de sciences où je pourrais me perdre dans des expériences et oublier les souvenirs douloureux. J'ai apporté des affectations à la maison sur la chimie ou la physique et ma grand-mère était assise à côté de moi en faisant semblant de comprendre mes explications. Bien que parfois elle riait et disait « Tu es plus intelligente que moi maintenant, Beckett ». Les soirées étaient mon moment préféré. Après un simple dîner, généralement une soupe de pommes de terre ou un ragoût de viande, nous nous sommes assis près de la cheminée, de son tricot et de moi. Parfois, elle partageait des histoires de sa jeunesse, sur les jours où elle travaillait sur le marché pour élever mon père ou les nuits où elle était assise seule à se demander si elle pouvait passer. Je n'ai jamais pensé que j'étais fort, a-t-elle dit une fois, son regard distant. J'ai juste fait ce que je devais faire parce que je n'avais pas d'autre choix. J'ai écouté, ressentant la force de sa simplicité, et j'ai juré de devenir comme elle, non pas pour la richesse ou le succès, mais pour sa résilience et son amour inconditionnel. Mais je n'étais pas toujours fort. Certaines nuits, allongé dans mon lit, je pensais à mes parents. Le son de ma mère en train de sangloter dans la cour m'a handicapé. Grand-mère, m'a trahi. Guérir. Elle n'a jamais mentionné mon père, mais j'ai vu la tristesse dans ses yeux chaque fois qu'elle regardait la vieille photo au-dessus de la cheminée. Celui d'elle et mon père souriant vivement par un pommier. Une fois que je l'ai attrapé debout devant lui, sa main touchant légèrement le cadre comme si j'essayais de conserver un souvenir depuis longtemps. Je ne savais pas comment la réconforter, alors je la serre tranquillement dans ses bras, la laissant s'appuyer sur mon épaule. Elle n'a pas pleuré, mais j'ai senti sa douleur profonde et silencieuse comme une rivière coulant sous la glace. Au fil du temps, je suis passé d'un enfant de 13 ans timide en un adolescent plus mature. J'ai commencé à comprendre que la famille n'est pas seulement une question de sang. Il s'agit de ceux qui vous soutiennent lorsque le monde s'effondre. Ma grand-mère était ma famille et moi-même. Nous n'avions pas besoin de beaucoup. Juste les matins avec d'hume de farine d'avoine, l'après-midi dans le jardin et les soirées par le feu. Ces moments simples m'ont aidé à guérir les blessures que mes parents ont laissées. Chaque matin, nous nous sommes réveillés tôt et avons marché le long du chemin de terre rouge menant au champ. Elle s'appuya sur sa canne, marchant lentement pendant que je restais à ses côtés, écoutant en faisant remarquer les oiseaux qui volaient en automne. « Vous voyez ce moineau ?» elle disait, sa voix aussi excitée qu'un enfant. « C'est petit, mais ça vole loin. Tu es comme ça, Beckett. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas voler loin. » Je sourirais, la tenant la main, se sentant comme si le monde était juste les deux marchant sous le soleil du petit matin. Le soir après le dîner, nous jouions souvent des mots croisés sur les vieux journaux. « Permettez-moi d'aider », je dirais, et elle prétendrait se croiser légèrement la main. Nous ririons, nos rires remplissant la maison en bois, poursuivant le froid de l'été qui s'estompe. Ces moments que je savais resteraient avec moi pour toujours. Mais j'ai aussi remarqué que ma grand-mère vieillissait. Ses pas étaient plus lentes. Ses mains tremblaient davantage quand elle tenait ses aiguilles à tricot, et parfois elle oublia le nom d'une chanson ou d'une vieille recette. Pourtant, ses yeux sont restés doux lorsqu'elle me regardait, comme si j'étais tout ce qu'elle avait laissé dans le monde. J'ai commencé à m'inquiéter, même si je ne l'ai pas dit à haute voix. Je craignais le jour où elle pourrait me quitter comme mes parents. Mais je me suis dit que tant que j'étais ici, je me soucierais d'elle, tout comme elle s'était soignée pour moi. Les années à Inesbourg ont coulé comme une rivière calme, portant un mélange de souvenirs joyeux et douloureux. Je suis passé d'un garçon de 13 ans avec un cœur marqué en un jeune homme de 18 ans, prêt à entrer dans un monde plus large. Ma grand-mère est restée la lumière directrice sur mon chemin, bien que sa lumière ait grandi avec le temps. Je me suis inscrit à l'université du Massachusetts Amherst, en choisissant l'architecture, pas seulement parce que j'aimais des dessins de plans, mais parce que je voulais construire un monde plus robuste, la façon dont ma grand-mère avait construit un refuge sûr pour moi au milieu de l'épave de notre famille. Les derniers jours à Inesbourg avant de partir pour l'université étaient ceux que j'ai chéris le plus. Chaque matin, je me suis toujours réveillé tôt avec elle, marchant le long du chemin de terre rouge vers les champs. Elle s'appuya sur sa canne, ses pas plus lentement qu'auparavant, mais elle pointa toujours les moineaux qui s'échappent dans le ciel, sa voix aussi animée que jamais. « Tu vois ça, Beckett ?» elle dirait.
Ils sont petits, mais rien ne peut arrêter leurs ailes. Je souris, lui tenant la main, sentant la chaleur de ses doigts fragiles dans les miens. Je savais qu'elle parlait de moi, du voyage à venir, et j'ai juré de ne jamais la laisser tomber. Quand j'ai commencé ma première année, je suis retourné la rendre visite souvent. Les trajets en bus d'Amherst à Innsbruck étaient longs et fatigants, mais la voir debout sur le porche dans son pull gris, tenant un morceau de bonbon au caramel en vaut la peine. Nous nous asseyions près de la cheminée en sirotant du thé, en jouant des mots croisés et en parlant de mes rêves. « Je veux construire une belle maison pour toi », lui ai-je dit une fois, ma voix pleine d'excitation. Avec de grandes fenêtres afin que vous puissiez voir tout le terrain du salon. Elle rit, ébouriffant mes cheveux comme elle l'a fait quand j'étais enfant. Je veux juste que tu sois heureux, Beckett. C'est la plus belle maison que je puisse demander. Mais je savais que le temps n'était pas de notre côté. Ma grand-mère s'est affaiblie. Ses mains tremblaient davantage, et certains jours, elle a oublié le nom de la route menant à la ville. J'ai commencé à appeler à la maison tous les soirs juste pour entendre sa voix pour m'assurer qu'elle allait bien. Ne t'inquiète pas pour moi, disait-elle toujours, son ton toujours doux. Concentrez-vous sur vos études. Je vais bien. Mais je pouvais entendre la lassitude dans sa voix. Et chaque fois que je raccrodais, j'ai prié pour pouvoir être plus avec elle. Le jour où je suis diplômé de l'université à 23 ans est celui que je n'oublierai jamais. Je me tenais sur scène dans ma casquette et ma robe, tenant mon diplôme, regardant le public où ma grand-mère était assise. Elle portait le chemisier blanc qu'elle avait porté le jour où elle a envoyé mes parents. Ses cheveux argentés soigneusement épinglés, son sourire rayonnant malgré les lignes profondes sur son visage. Quand j'ai démissionné, elle m'a étreint une étreinte fragile mais aimante. « Je suis fier de toi, Beckett, murmura-t-elle, et j'ai senti des larmes chaudes couler sur mes joues. Mais quelques instants après la cérémonie, alors que nous nous dirigeons vers la voiture, elle s'arrêta soudain, serrant sa poitrine, son visage pâle. La panique m'a traversé alors que j'avais appelé à l'aide. Mais tout s'est produit trop vite. Elle avait une crise cardiaque, et avant que l'ambulance ne puisse arriver, elle était partie, juste là dans mes bras. Je me suis agenouillé à côté d'elle sur la pelouse du campus, sanglotant comme un enfant, appelant son nom en vain. Mon monde s'est à nouveau effondré. Mais cette fois, la douleur s'est approfondie parce que je savais que j'avais perdu la personne la plus importante de ma vie. Je suis retourné à Innsbruck et j'ai tenu ses funérailles à l'église de la petite ville. Des voisins et des amis sont venus leur hommage, apportant des marguerites et des paroles de condoléances. La petite église était remplie de gens, mais je me sentais creux. Je me tenais devant son cercueil, regardant son visage, toujours gentil même dans le sommeil éternel, et je me suis dit qu'elle était passée en paix, sachant que j'avais grandi en la personne qu'elle croyait toujours que je pouvais être. Après 10 ans de silence, j'ai décidé d'informer mes parents de son décès. J'ai retrouvé leur numéro grâce à une vieille connaissance à Colchester. Quand j'ai appelé, la voix de ma mère a tremblé à l'autre bout, mais elle a dit peu. « Merci de nous avoir fait savoir, Beckett, dit-elle avant de raccrocher. Je ne sais pas ce qu'ils se sentaient, mais je ne me suis pas surpris quand ils n'ont pas assisté aux funérailles. Peut-être qu'ils étaient toujours en colère contre elle ou contre eux-mêmes, mais je ne me suis plus soucié. Pour moi, ma grand-mère était ma famille, et elle resterait à cœur. De la maison s'est sentie douloureuse. Feuille de papier. Cher Beckett, si vous lisez ceci, je ne suis probablement plus ici. Je n'ai jamais été doué pour dire des paroles d'amour, mais vous êtes la lumière de ma vie. Vous m'avez donné une raison de continuer, même lorsque mon cœur s'est brisé sur ce qui s'est passé avec votre père. Je sais que vous avez mal à cause de vos parents, mais ne laissez pas cette douleur vous faire tomber. Vous êtes plus fort que vous ne le savez. Et je crois que vous vivrez une vie qui vaut la peine d'être vécue. Pas pour de l'argent ou de la renommée, mais pour la gentillesse et l'honnêteté que vous m'avez montrée. Pardonnez, mais n'oubliez pas. Et rappelez-vous toujours, je t'aime pour toujours. Votre grand-mère, Hélène Callahan. J'ai plié la lettre, des larmes tombant sur le papier, brouillant un coin de son encre. Ces paroles étaient comme une petite flamme réchauffant mon cœur au milieu de la douleur de la perte. Elle avait su, toujours connue, que j'aurais besoin de ces mots pour continuer. J'ai pressé la lettre sur ma poitrine, me sentant comme si elle était toujours là, tenant ma main, me guidant dans l'obscurité. Elle m'a appris plus que je ne pourrais jamais exprimer, sur la résilience, l'amour et la position debout après les coups de la vie. J'ai appris que la famille n'est pas seulement du sang. Ce sont les gens qui se sacrifient pour vous, qui croient en vous-même lorsque vous doutez de vous-même.
Sa lettre a été le dernier témoignage de cet amour, et je savais que je le porterais avec moi pour le reste de ma vie. Maintenant à 31 ans, vivant à Burlington en tant qu'architecte, je porte ces leçons dans chaque plan, chaque maison que je construis. Je veux créer des espaces où les gens peuvent trouver la paix comme elle l'a fait pour moi. Et je veux envoyer un message à quiconque entend cette histoire. La vie peut vous blesser. Les gens que vous aimez peuvent vous laisser tomber. Mais ne laissez pas ces cicatrices vous définir. Trouvez les gens qui vous aiment vraiment. Tenez-les prêts et vivez une vie qui vaut la peine d'être vécue. Pas pour personne d'autre, mais pour vous-même.